Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Vandeporte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Alison Lecointre, une femme entrepreneuse. Elle nous parlera de sa rencontre avec Karl Lagerfeld, comment faire face à un milieu difficile, pourquoi elle a quitté son métier chez Chanel pour lancer sa propre activité. Nous verrons également comment elle donne vie à son savoir-faire, comment elle a obtenu des gros clients avec une méthode qui va certainement vous étonner. Puis nous parlerons également d'Instagram, de la planification et du SEO, pour ouvrir sur un sujet qui vous intéressera aussi, comment utiliser la Russie pour faire croître sa notoriété. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimit.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alison Lecointre. Bonjour Alison. Anthony. Alors Alison, tu vas nous parler de ce que tu fais dans la vie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va certainement parler de lingerie aussi, j'imagine, mais je ne vais pas tout révéler. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as comme valeur, ton métier, tes activités, voilà, une simple présentation. Ouais, ça va être long si je raconte tout ça, mais j'essaie d'aller vite. En gros, moi, je suis une jeune femme. Vas-y, je t'en prie. Je suis une jeune femme entrepreneuse et j'ai commencé rapidement dans la voie de l'artisanat, donc comme couturière. J'avais plutôt des accointances pour tout ce qui est manuel, artistique. Donc, je me suis rapidement dirigée vers le dessin et la couture. Donc, j'ai axé toute naturellement, en fait, sans y réfléchir, toute mon évolution là-dessus. J'ai fait des écoles professionnelles et j'ai rapidement monté les échelons jusqu'à faire mon apprentissage comme couturière dans la maison Chanel à Paris. Donc, j'ai commencé là-bas comme apprentie. Ça a été très intéressant, ça a été très Ce dur. qui est pas mal. Ouais, c'était dur et intéressant, une vraie formation de samouraï. Et puis après, j'y suis restée pendant 6 années. Parce que quoi? Pourquoi ça a été une vraie mission de samouraï? Parce que c'est dur, hein, c'est le genre de métier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, parce que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de passion. C'est un milieu très matriarcal, c'est-à-dire que c'est un peu le même système de hiérarchie, mais avec des femmes, ce qui peut même être encore plus dur qu'avec des hommes. C'est un peu, tu sais, les vieilles mamas à l'ancienne qui sont un peu dures, tu vois, un peu. Elles sont un peu dures, donc il faut pas être trop sensible. Faut pas être une âme trop sensible. Faut avoir du caractère, mais en même temps, il faut quand même euh, aimer. Comprendre la hiérarchie, aimer la discipline, aimer le fait d'apprendre d'avoir un maître, aimer le fait d'apprendre toujours et de comprendre que c'est un processus long. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas mûri dans leur tête et qui sont des éternels, un petit peu des gamins, tu vois, qui supportent pas qu'on leur dise bah non, c'est mal fait, vous n'allez pas supporter la voie de l'artisanat. Je dis ça dans la couture, mais ça peut être pareil pour beaucoup de métiers manuels. Je pense par exemple pour les hommes aux compagnons du devoir. Ce sont des filières longues et difficiles, où tu as une hiérarchie à respecter. Ok. Moi, en plus, j'étais dans le milieu du luxe, donc il y a vraiment une discipline à atteindre rapidement. En fait, il faut atteindre la perfection, quoi. Donc aussi, du coup, ça te change ta manière de penser. Aussi un peu dans la vie privée, du coup, parce que tu vois un peu les petits défauts, les machins. On t'apprend vraiment le service haut de gamme, quoi. Comment bien, même pas que coudre, hein, on t'apprend aussi comment bien te présenter, comment bien parler à la cliente. Enfin, c'est vraiment tout un univers, quoi. T'arrives, quand tu sors de la filière éducative, d'un seul coup, tu rentres dans le milieu du travail et en plus dans le monde du luxe, d'un seul coup, ça fait un gros choc, quoi, quand t'es étudiant. Donc voilà. Parce que du coup, toi, en fait, ton expérience chez Chanel, c'était en gros, donc tu étais créatrice
Tu faisais quoi d'autre exactement là-bas? J'étais pas créatrice, tu sais, chez Chanel, tu n'es pas créateur, tu es couturier. Il y a qu'un seul créateur chez Chanel, c'était feu Ah oui, Monsieur Karl couturier, pardon. Lagerfeld. Karl Lagerfeld, il est mort maintenant, mais sinon, en Oui, fait, forcément. tu couds, quoi. Et t'apprends Ok. sur plein de matières, Donc les modèles et matières tout, très c'est pas forcément complexes. toi qui les définis? C'est pas du tout moi qui les définis. Ça se passe dans le studio de création avec Karl Lagerfeld et son Ok. équipe. Et après, il y a tout. Après, tu sais, Chanel, c'est une grande Ok. maison, il y a beaucoup de pôles, il y a beaucoup d'ateliers différents qui sont vraiment spécifiques pour un certain service. Donc voilà. Donc moi j'étais là-dedans et c'était très très bien en termes d'apprentissage de mon métier et aussi apprentissage de la vie, quoi. Parce que tu te doutes bien qu'être dans un atelier, euh, on était à peu près 13 femmes, dont 5 supérieures. Parce que comme je te dis, c'est un peu comme dans la cuisine, tu sais, il y a des chefs de partie, des sous-chefs, des machins. C'est un peu pareil dans la haute couture. Il y a des chefs d'atelier, des secondes d'atelier. Enfin voilà, il y a plein de micros de chefs au-dessus de toi et une chef suprême qui elle aussi a ses supérieurs. Donc en fait, elle aussi, elle doit rendre des comptes et c'est pour ça qu'elle met un peu sur tes épaules le poids de la perfection, quoi. Parce que tu touches quand même entre tes mains des Ok. vêtements qui valent entre 5 000 et 20 000 euros. Donc, quand t'es là, t'apprends, t'es toute tremblotante, ça fait un peu peur au début, quoi. Faut pas se foirer, quoi. T'as une anecdote T'as une anecdote du coup, peut-être, je sais pas, avec Karl ou dans le milieu que t'avais eu justement de travail là-bas? Anecdote, pas forcément des anecdotes du style très VIP avec Karl, mais j'ai plutôt des anecdotes de couturière, de comment est-ce que c'était difficile, on va dire. Mais en même temps, c'était aussi intéressant et Et difficile, quoi. Puis à un moment donné, ça il y a devient une pièce que t'as que, réalisée qui s'est retrouvée dans le monde entier? ouais, bah, il y a si tu veux, avec le temps, ça devient de moins en moins difficile. Et puis, bah, après, moi, les clientes de chez Chanel, elles voyagent un peu partout. Donc oui, forcément, les modèles que tu fais, après, ça va sur les clientes qui, elles, voyagent dans le monde entier. Ok, ok. Et pourquoi, enfin, après c'est peut-être une question qui est trop personnelle, mais si t'es pas obligé d'y répondre, et c'est que ça m'intéresse de le savoir, pourquoi du coup t'as choisi la couture au tout début? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait depuis des années, ou est-ce que, je sais pas, c'est apparu euh, parce que dans ton chemin de vie, c'est quelque chose qui s'est petit à petit mis en lumière? Oui, ben, je pense que comme les choses qu'on prend, ça se passe dans notre chemin de vie. On croise des personnes, on a comme que ce soit je sais pas, un père, un maître, un ami, il y a toujours des gens qui nous impressionnent, tu vois. On a tous des petits super-héros. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré ma super-héroïne qui m'a fait envie de devenir couturière, styliste, comme on dit quand on est plus jeune, tu vois. Et, euh, et donc j'avais quoi? J'avais à Ouais, peu près 12 ans. J'étais plutôt axée dessin, donc je dessinais beaucoup. Je dessinais dans un cybercafé. Enfin, c'était pas un cybercafé, c'était une espèce de cyberbase où la personne, elle gérait ça et en fait, elle avait toute une équipe de jeunes qu'elle elle nous apprenait en fait à faire, tu sais, des cartoons, des animations, des montages vidéo, des trucs comme ça. Et moi, j'étais là-dedans et je dessinais quoi. ok, J'ai appris à dessiner beaucoup aussi là-dedans et j'ai rencontré une jeune femme qui était une adolescente, tu vois, mais elle était tellement stylée, quoi. Ses fringues, c'était pour moi, j'étais une petite fille et j'ai vu ça. Tu sais, quand on est petit, on a l'impression que les grands, ils sont immenses à côté de nous. Et, euh, et elle était vraiment trop canon, quoi. Elle avait un look de taré, quoi. Elle avait un peu un look un peu comme dans mes mangas, avec le jean déchiré. Elle avait des Scooby-Doo dans les cheveux. Enfin, elle avait vraiment un look hyper badass qu'on voit rarement dans les petites villes de province.
Et puis Ouais, un style, ouais. elle dessinait la mode et tout, elle faisait des dessins de mode. Donc moi j'ai dit vas-y, je veux faire ça, je vais être comme elle. Et c'est de là que c'est parti, où j'ai commencé à aller à me rediriger du dessin au dessin de mode et du dessin de mode à la couture, forcément. Et c'est avéré que j'étais plutôt douée là-dedans, donc j'ai Ok. rien Donc lâché, du quoi. coup, petit à petit, t'as monté ton expérience chez Chanel. Et comment est arrivée cette motivation? Donc, on va en parler justement de lancer de quitter Chanel pour lancer ta propre structure. Alors, déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, mes parents sont les deux D'accord. entrepreneurs. Enfin, mon père était artisan, ma mère commerçante. Alors, oui, ça s'appelle comme de l'entrepreneuriat, c'est du commerce, quoi. Et mon père était artisan, mais à leur compte, quoi. Ils avaient leur entreprise, quoi. Et donc, on a déjà dans la famille ce truc, je vais pas dire cette prédisposition, mais j'ai toujours associé le travail au fait de créer soi-même son emploi, quoi. J'ai toujours vu mes parents un peu, je vais dire, galérer et ne pas se plaindre d'un patron, mais être vraiment leur propre patron, quoi. J'ai eu l'habitude déjà de voir ça. Ça a peut-être développé chez moi une envie d'être ma propre patronne. Et bon, j'ai peut-être un caractère aussi qui est plus fait pour l'entrepreneuriat que pour le salariat. On a tous peut-être des prédispositions par rapport à notre manière de penser. Et moi, c'était plus vraiment l'entrepreneuriat, quoi. Donc, si tu veux, cette envie d'entreprendre, je l'ai toujours eu en moi, quoi. Du coup, ça s'est passé comment la première fois que t'as dit je vais lancer ma propre marque? Je sais plus, honnêtement, là, je sais plus. Je l'ai toujours eu en moi, donc je peux pas. Franchement, non, je sais pas, je me suis toujours dit qu'un jour, je lancerais mon truc, tu vois, donc je peux pas savoir c'était quand exactement. Donc en gros, ouais, ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que un jour, tu travaillais très certainement, et tu t'es dit, bah tiens, je me verrais bien faire ça, mais pour moi. Mm. Et, Bah, et en voilà, au fait, la final, question, c'est un ça a peu démarré comme ça. quand est-ce que tu as eu le déclic de partir de chez Chanel, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Mm. Bah déjà, faut savoir que j'étais pas très bien payée, très, très mal payée, donc il y a ça. Le fait que je voyais pas d'issue, je commençais à m'emmerder dans mon boulot, je m'ennuyais clairement. Ça a commencé un peu par tourner en rond. Donc l'ennui plus le salaire qui va pas, plus la ville à Paris où je ne voulais pas vivre dans cette ville. Donc à un moment donné, j'ai réfléchi, je dis bon, Alison, c'est quoi la vie que tu veux? C'est pas ça. Donc essaye de mettre en marche des actions pour aller vers la vie que tu veux. Donc j'ai dit à ma mère, je dis écoute maman, c'est bon, j'ai fait mon trou à Paris, j'ai un savoir-faire, j'ai un métier. Maintenant je me casse. Et est-ce que tu veux bien que je rentre à la maison le temps que je lance mon affaire? Elle m'a dit ok, pas de problème. Donc voilà. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va passer un peu sur cette partie où tu as lancé ton affaire, si tu veux. Comment tout a commencé? Il y a plus de wifi dans le bureau, je vais y aller. Je voulais pas aller dans mon atelier parce que c'est vraiment le bordel et puis je voulais pas que les gens ils voient le bordel. Ouais, c'est vraiment le bazar. Bah, c'est bien, là, comme décor. Ouais, T'aurais dû commencer avec ça, il y a trop ça fait atypique d'éléments. en plus, c'est trop bien. La question, c'était quelle a été la première chose que tu as faite quand ça a démarré ton activité et qu'est-ce que tu as mis en place chez toi pour tes premiers clients que tu as obtenus? Comment tu les as obtenus? Voilà. Quelle a été en fait la toute première chose que tu avais fait pour tes premiers clients et comment tu as démarré ton activité en solo? Donc j'ai démarré, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour démarrer les premières choses? Bah, c'est déjà me mettre dans un environnement propice au travail. Donc je suis rentrée chez moi, dans ma maison familiale. Ça peut paraître rien comme ça, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire que déjà je me suis mis en prédisposition à être 100% focus dans mon travail. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre travail à côté. Je faisais ça à plein temps. Je me suis aussi enlevé le poids de trouver une ressource financière pour mon logement. Donc j'étais hébergée gracieusement par ma mère. Donc ça m'enlève deux poids, l'hébergement et les finances. Même si évidemment avoir créer une entreprise, ça demande des Ok. revenus. Mais voilà, déjà, j'ai mis toutes les conditions favorables pour être à 100% dans mon travail.
Et j'ai commencé à suivre quelques petites formations quand même pour me lancer parce que quand tu pars de zéro, tu pars de zéro. Moi, j'ai pas fait ni d'école de com, ni d'école d'ingénieur, rien du tout. Je suis une artisan. Donc, euh, donc j'ai fait une formation pour apprendre à monter un site de e-commerce. Voilà, ce genre de choses. Et, euh, et c'est ce que j'ai mis en place Ok. pour avoir mes premiers clients, c'est-à-dire monter, euh, monter mon site de vente. Mais ça a commencé déjà avant par une grosse préparation, parce que je fais tout, donc il a fallu déjà créer les modèles, les prototypes, faire des essayages, faire les shootings. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. Donc la première chose que tu as faite, donc c'était ça. Ensuite, comment sont venus tes premiers clients? Est-ce que c'était des anciens clients qui te connaissaient, Non, qui pas ont du suivi tout. ton travail Vraiment, j'ai ou démarré de est-ce que tu as zéro. créé une... Ouais, voilà, J'ai démarré Ok, de zéro et ça a été long avant que j'ai mes vrais premiers clients. Je peux dire que au début, c'était au compte-gouttes. J'ai beaucoup galéré avant qu'il y ait vraiment des clients. Donc, ils sont arrivés plutôt via le search, via le SEO. Mais j'ai dû faire tout un travail de référencement. Mais vraiment, mes premiers clients, c'était long. ok. Et après, mes premiers gros clients, c'était comment on dit, du B2B, B2B, c'est ça? Donc c'était avec des professionnels, quoi, B2B, ouais. qui m'ont commandé des gros lots de choses. Mais sinon, vraiment, c'était au compte-gouttes avec Atelier 1904 et c'est encore un peu au compte-gouttes, je vais pas le cacher. Atelier 1904, je fais pas beaucoup de ventes, je fais à peu près 5 ventes par mois, quoi, c'est pas énorme. Ça reste, j'ai pas du tout choisi la voie de la Alors, facilité ouais, juste pour les personnes qui nous avec écoutent, Atelier 1904. donc Alison est à la tête en fait d'Atelier 1904, qui est une entreprise qui fait de la création personnalisée de lingerie, et d'une autre structure qui s'appelle Boudoir Français, si ma mémoire est bonne, Exactement. qui vous permet en fait de d'apprendre à créer votre propre lingerie. Oui, c'est Mais pour on aura l'occasion d'en parler de toute façon les après. kits de couture, exactement. Donc du coup, ok, pour Atelier 1904, obtenir ces gros clients, ça s'est fait du coup par le référencement naturel aussi. Oui, par le référencement. Mais il n'y a que ça, en fait. Moi, je vois bien que quand je fais des ventes, c'est toujours via le référencement naturel. Pourtant, j'essaie énormément de choses. J'ai fait un peu de publicité Facebook, mais c'était pas à ce point. Avec quelqu'un qui m'a bien expliqué comment faire et tout, les stratégies, le retargeting, le lookalike audience, machin, machin. Enfin, c'était vraiment sérieux, quoi. J'ai fait ça avec un mec qui connaît le truc. Mais c'est vrai que dans le domaine que j'ai choisi le domaine du luxe, c'est plus compliqué de convertir les clients, ça se fait vraiment sur le long terme, quoi. C'est un vrai écosystème qu'il faut mettre en place et c'est très chronophage. Surtout que tu es tout seul. Toute Exactement. seule, pardon. Ben, on a l'habitude de dire que quand on est un entrepreneur, on fait 7 métiers en même temps en général. Donc Ah ouais, ouais. c'est là typiquement on le retrouve. Ok. Est-ce que tu peux nous dire du coup, tu peux nous présenter un peu ce qui est Atelier 1904 et Boudoir. Du coup, j'en ai parlé vaguement, mais je pense qu'en entrant dans les détails de ton côté, en nous expliquant de quoi il s'agit, ça peut être Ouais. plus intéressant. Alors Atelier 1904, c'est la première entreprise que j'ai créée, qui est une marque de lingerie qui au début s'appelait White Line Lingerie, mais j'ai fini par changer parce que je trouvais que ça faisait pas assez français et donc à la fin j'ai dit bon, je vais trouver un titre qui sonne plus français, plus artisan, donc j'ai mis Atelier 1904. Et donc c'est une marque de Mhm. lingerie artisanale complètement parce que c'est vraiment moi qui fais tout. C'est fait à la commande, c'est fabriqué ici dans mon atelier. Il y a la possibilité que les clientes m'envoient leur mensuration, donc c'est vraiment fait sur mesure. On est vraiment dans de la lingerie de luxe et c'est globalement des petites séries, voire des pièces limitées ou des pièces uniques. Il m'arrive de faire des créations par rapport à ce que je trouve comme tissu, de pouvoir faire que 2 ou 3 ensembles maximum. Ok, ouais, donc il y a vraiment ce côté où il y a 2 ou 3 exemplaires et puis c'est fini, quoi. Oui, alors pas pour tout heureusement, mais pour certains ensembles, oui, parce que je fais beaucoup de lingerie en fait avec des napperons que je récupère. Les napperons brodés, je les récupère pour les transformer en lingerie, en soutien-gorge, en shorty. Il y a que moi qui fais ça et j'aime beaucoup ce côté-là de ma marque. Il y a vraiment un aspect lingerie, mais façon haute couture, quoi.
Donc j'ai dû retransmettre sans le vouloir ce que j'ai Ok. appris chez Chanel dans ma lingerie. En même temps, je sais pas faire autrement, donc y a Ok. des gens qui me disaient mais fais faire en Chine, machin. Je fais mais non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que je vois mon métier, donc voilà quoi. Je le conçois pas Oui, tout est fait main différemment. de toute façon. Ouais, je ne conçois pas différemment ce métier-là, quoi. C'est justement ce que j'aime pas dans la mode, c'est justement le côté consommateur, industriel, qui pollue les eaux et les corps. Et moi, j'ai justement voulu faire quelque chose à échelle humaine, à échelle consciente aussi, responsable. Donc, je me verrais pas. Je sais que c'est un petit peu la mode d'être en mode scale, rentabilité. Puis les gens, ils en oublient même de prendre du plaisir dans leur métier. Donc, moi, avant tout, ce que je cherchais, c'était le plaisir. Et puis, si je dois vendre mon truc au prix fort pour être rentable, bah, je le vendrai au prix fort. Je préfère faire moins et faire des produits chers que faire une grande quantité des choses médiocres. Mais le luxe, une fois de plus, c'est pas la voie de la facilité. Et donc, avec Boudoir Français, j'ai développé un autre concept qui marche du feu de Dieu, qui marche vite et j'en suis très contente. Ça me permet enfin gagner ma vie, on va dire. D'accord, et du coup, ça consiste en quoi? Alors, Boudoir français, j'en ai parlé, mais euh, qu'est-ce que tu fais concrètement du coup alors, Boudoir Français, ce sont des kits de couture pour apprendre aux filles à coudre leur propre lingerie. Donc elles s'abonnent, c'est un système d'abonnement, et tous les mois elles reçoivent un kit, un petit pochon, et dedans il y a le patronage, le tissu, la mercerie, je vais te montrer si tu veux. Donc dans leur kit, tu vois, elles reçoivent ce genre d'ensemble avec le tissu, le patronage, les élastiques, il y a le fil, il y a la notice pour dire voilà à quelle longueur couper les élastiques, sur internet, il y a le tutoriel vraiment pour apprendre à faire l'ensemble, quoi. Donc c'est un vrai concept d'apprentissage autour de la lingerie et ça marche beaucoup parce que j'ai pas tellement de concurrence sur ce point-là, donc j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans un domaine où il y a un vrai marché. Mais le domaine spécifique que moi j'ai touché, qui est la lingerie, parce que ça existe déjà des kits de couture, mais pas beaucoup pour la lingerie et pas sous la forme d'abonnement comme moi je l'ai fait. Moi, je voulais vraiment créer un système d'abonnement pour pouvoir avoir Mhm. des revenus récurrents, en fait, hein. C'est surtout ça. Ouais. Donc là, en gros, sur les produits que tu commercialises, c'est des choses que toi tu prépares en amont, Mm, et tous les fins de mois, tu l'envoies ça à tes clientes. Et exact. après, elles ont plus qu'à suivre un peu les vidéos que tu accompagnes et tout ça, l'abonnement, c'est ça? Exactement. C'est une vraie formation guidée, quoi, pour apprendre à coudre. Ok. Et ça me fait penser à quelque chose. Il y a si tu devais définir aujourd'hui l'investissement que c'est, euh, quand tu veux lancer ton activité comme ça, tu dirais que ça vaut dans les combien? Est-ce que c'est accessible? Bah, j'ai les prix, donc l'abonnement, il est entre 38 € et 42 €. Et oui, il est accessible puisque j'ai beaucoup de filles qui se sont abonnées, quoi. Ok. 38 € par mois. Ah, je disais oui, mais est-ce que Oui, dis-moi, j'ai pas c'est compris la toi au question. niveau des matériaux, des produits et tout ça que tu dois avoir acheté Oui, en amont? Par je m'y exemple, les retrouve. machines que tu achètes et tout ça? Bah, j'ai dû investir dans une D'accord, ouais, grosse ok. machine qui est une traceuse, mais elle va vite être rentabilisée. Et honnêtement, ce qui est bien avec ce business, c'est que, alors j'aime pas trop ce mot, il est scalable, comme on dit, et, euh, et surtout, je peux déléguer. Hmm. Alors qu'Atelier 1904, je ne peux pas déléguer. Là, vraiment, ce que je fais, mes pochons, je peux déléguer, quoi. Faire les pochons, je peux les faire faire. Préparer les tissus, les élastiques, c'est facile, n'importe quel stagiaire pourra le faire. Donc, je passe d'une entreprise qui était difficilement euh, déployable, où je pouvais difficilement former quelqu'un, à un concept où là, je peux vraiment l'agrandir, je peux déléguer les tâches et où surtout, je peux voir sur le long terme. Je suis pas là tous les mois à regarder si j'ai eu des ventes. Je sais que Ok. j'ai 100 abonnements. Ça veut dire que de 6 mois, donc c'est-à-dire que pendant 6 mois, je vais toucher tant. Et, euh, et du coup, c'est pratique. Enfin, déjà, c'est apaisant. Pour un entrepreneur, être apaisé, c'est un luxe, hein.
moi, je voulais savoir, est-ce que par exemple, tu as pensé à former donc les personnes avec les kits de couture et derrière, pourquoi pas les développer sous forme de franchise? Je veux dire, c'est quoi la vision par exemple à long terme? Non, C'est d'avoir plus d'abonnements? C'est de... la vision à long terme, alors on entend rarement ça dans le monde de l'entrepreneuriat, mais moi je veux pas avoir une grosse entreprise qui me prend beaucoup de temps parce que je veux avoir du temps moi après pour avoir un mari, des enfants, m'en occuper, tu vois. Je veux pas être l'espèce de businesswoman toute stressée qui a jamais le temps pour sa famille. Donc je sais très bien que je veux une entreprise qui me permette Ok, d'être autonome financièrement, de bien vivre financièrement, mais pas plus, quoi. Je veux pas du tout avoir le stress d'une grosse machine que je pourrais plus arrêter. Et, euh, non, je préfère être entre guillemets une petite structure qui marche bien. Si je peux, j'essaierai de rester dans ce format-là. Voilà, parce qu'en plus, moi, si tu veux, la manière dont je conçois mes kits, c'est avec des tissus que je récupère, que je chine sur le Bon Coin. Donc c'est difficilement possible avec des grosses structures où il faut des kilomètres et des kilomètres de tissus par mois, quoi. ok. J'aime bien les petites échelles, Euh, moi, d'une manière est-ce générale. Je que suis tu pas très as... grosse entreprise. Ok. Et tu as, enfin, pour aller dans ce sens-là, est-ce que tu as une ligne directrice? Je veux dire, est-ce que à chaque fois, pour toi, le maître mot lequel il faut le faire le plus attention, par exemple, c'est la qualité du produit, ou au contraire, c'est que ce soit le plus abordable possible? Non, je pense pas au côté abordable, moi. Je pense à la qualité. Si la qualité est là, les gens, ça les dérangera pas d'acheter le produit, ils seront satisfaits et ils reviendront quand on leur proposera autre chose. Moi, j'ai des clientes qui sont même pas encore abonnées, Ouais, qui me ok. demandent déjà qu'est-ce qu'il y aura après l'abonnement 6 mois, quoi. On va leur dire, mais abonnez-vous déjà, puis on verra après, quoi. Donc, c'est une communauté assez fédérée. Et une fois que tu as réussi à avoir sa confiance, tu pourras leur vendre un peu tout parce qu'ils ont adopté ton univers, ils adorent ton monde. Et puis, moi, j'ai vraiment mis un petit coup de pied dans le monde de la couture. Si tu veux, il y a un vrai univers, il y a une vraie, comment on dit, un cosmos, je sais pas comment on dit. Mais il y a un vrai univers au niveau des passionnés de couture. Moi, je connaissais même pas, tu vois. Et quand j'ai commencé à lancer Bouddha français, je me rends compte qu'il y avait un tas d'influenceuses couture, de passionnés couture. Il y a une vraie communauté quoi, autour de ça. Et le fait que j'ai travaillé chez Chanel, ça les fait un peu rêver. Le fait Mais que t'arrives à faire ta place quand même. mais non seulement j'arrive à faire ma place, mais en plus j'arrive à me démarquer de fou parce que ça reste ces filles qui font ça, ça reste finalement des amatrices. Et c'est rare que ce soit des professionnels comme moi qui vendent leur truc. Donc elles sont amatrices et si tu veux, il y a pas beaucoup il y en a quelques-unes, mais il y a vraiment une place à se faire avec des visuels et un site qui fait très professionnel. Parce que j'ai regardé longtemps ma concurrence, j'ai un peu jaugé, et il y avait clairement des axes à améliorer, quoi. Ouais, donc on peut dire que tu as vraiment fait ton plan d'action, parce qu'on reproche souvent ça à des gens qui lancent un business, c'est qu'en général, ils lancent quelque chose et ils attendent que ça fonctionne, mais ils n'ont pas forcément étudié le domaine. Toi, tu as vraiment fait ça, donc tu as étudié le domaine, tu as regardé ce qui se faisait, tu as regardé les forces et les faiblesses, et toi, tu as récupéré toutes les faiblesses pour les transformer en force. Bah Je me déjà, trompe pas trop? j'ai utilisé tout ce que j'avais appris avec mes 2 premières années d'entrepreneuriat avec Atelier 1904. J'ai quand même appris énormément, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait les formations de Benjamin Gassi, qui est très bien. J'ai fait la formation enfin, j'ai suivi toutes les vidéos de Benjamin, pas de Benjamin, mais si, Dropshipping Reborn, là, Romain? de Romain. Enfin, bon, j'ai suivi beaucoup de chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat. Enfin, beaucoup, pas beaucoup. J'ai suivi 2, 3 mecs que je trouvais bons et j'ai écouté tout ce qu'ils disaient. J'ai appris. Récemment, j'ai aussi écouté les formations de Tougan. Tout ça, ça fait son petit bout de chemin entre ce que j'ai compris aussi avec Atelier 1904. Donc oui, ça m'a permis vraiment, quand j'ai voulu lancer Bouton français, de pas perdre du temps et de tout de suite penser au produit, à sa rentabilité et à comment j'allais le vendre. Parce que comment j'allais vendre ce que moi, c'est toujours une démarche égoïste. C'est toujours qu'est-ce que moi je veux faire et de cette idée comment je vais pouvoir le vendre et convaincre les autres. Et là, vive
Vive le Ok. marketing, vive les beaux visuels et les belles lettres pour séduire les clients, quoi, les consommateurs. Tu as toujours des personnes qui, par exemple, qui sont pas à l'aise avec le fait de s'abonner. Elles aimeraient avoir un kit qu'elles peuvent avoir à la l'unité. Tu as toujours des personnes comme ça qui disent ah mais vous faites pas ci, vous faites pas ça. Tu dis non, moi mon concept c'est ça. Soit vous y adhérez, soit vous y adhérez pas. Et donc tu as toujours la tentation de vouloir plaire à tout le monde parce que tu as peur d'enlever une partie de clients potentiels. Mais en faisant ça, ton site ou ton concept, ça devient un peu la foire à tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à un moment donné d'avoir une offre qui est claire, qui plaira pas à tout le monde, mais par contre qui va fédérer une vraie clientèle qui valide ton concept. Et du coup, tu aurais une sorte de petit plan en 5 étapes pour arriver à faire sa propre lingerie chez soi, par exemple, sans forcément, imaginons que ce soit quelqu'un qui soit client chez Boudoir ou autre, mais un plan en 5 étapes pour faire sa première lingerie. Ouais, c'est un plan en une étape, c'est s'abonner à Boudoir Français. Et j'ai bien précisé sans Mais devoir non, c'est s'abonner. pas possible. Apprendre à coudre de la lingerie, c'est quelque Ah, chose de... Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe. Enfin, ok, ça fait peur ok. à beaucoup de monde parce que c'est la lingerie, c'est la corsetterie, ça paraît inaccessible, ça fait peur. Les seules lingeries que les filles voient, c'est les lingeries, les sous-vêtements industriels avec des définitions qu'on ne peut faire que si on a des machines spécifiques. Donc elles savent pas comment le faire chez elles. Alors que moi, je propose justement une lingerie spéciale qu'on peut faire avec une simple machine à coudre familiale. Donc ça demande d'être accompagné par une vraie professionnelle. Mhm. Ou alors d'être un peu Ouais, de se ok. lancer, de bricoler, mais ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Ça reste de l'ordre du loisir, hein, faut pas De l'oublier. tatillonner, puis Mm. ouais. Mais à l'air de rien, enfin, même sans que ça soit un plan en 5 étapes, t'as quand même répondu à ma question. Ok. Euh, quand on parle de tout ça, justement, ça me fait penser, est-ce que tu as une anecdote, bonne ou mauvaise, hein, qui t'est déjà arrivée, mais avec tes deux structures, soit Atelier 1904, soit Boudoir. Moi, je pense à une en particulier qui est quand même assez folle. Je sais pas si c'était là-dessus que tu voulais aller ou si Dis-moi. tu veux en présenter une autre, mais c'est que tu as des modèles russes, ou je sais plus exactement de quoi il s'agissait la dernière fois qu'on en a parlé, mais qui te demandent des lingeries et qui font des shootings avec, et les shootings sont juste Ouais. euh, Ah, tu parles sensationnels pour les d'anecdotes avoir vus. Et positifs, d'accord. Euh, bah, positif ou mauvaise, moi je prends ce que tu as à me donner. ah C'est bah, juste que ça peut peut-être intéresser les gens. l'entrepreneuriat est submergé d'anecdotes négatives, malheureusement, c'est pas évident. Mais on va essayer de parler des choses positives. Bah oui, si tu veux, oui, on peut parler de ça. À bout d'un moment, quand je fais des shootings collaboratifs, on a des belles surprises. Un shooting collaboratif, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand personne ne paye. C'est-à-dire que tout le monde, le photographe donne de sa valeur, les personnes qui ont les vêtements prêtent leurs vêtements, les modèles prêtent leur image. Voilà, c'est personne ne paye et chacun utilise les images pour sa communication. Donc c'est un accord comme un accord et c'est parfait. Donc une fois que tu sais ça, tu sais comment ça fonctionne. Moi j'ai fait je suis allée vers les grands photographes pour leur dire bah voilà, écoutez, je me présente. En plus, le fait que je sois une marque française de luxe, de lingerie, ça joue carrément en ma faveur parce que les étrangers adorent les marques françaises. Ouais, Donc adore la lingerie. j'arrive plus à séduire les Français qu'à séduire les étrangers qu'à séduire les Français. Et donc je vais me présenter toujours humblement. Je dis bah écoutez voilà, j'adore ce que vous faites, j'adore votre univers. Si vous cherchez une marque de lingerie pour vos shootings, n'hésitez pas à me contacter. Et donc comme ça, j'ai réussi à décrocher des belles collaborations avec notamment des photographes russes qui bossent extrêmement bien. À chaque fois, je suis bluffée quoi. Je veux dire, euh, Ouais. la première fois, j'ai Elle vous fait le dira pas parce qu'elle est trop modeste, mais j'ai vu les photos, ah c'est bah moi c'est incroyable. 9 ans, je suis pas modeste, mais en plus là c'est même pas mon travail, donc j'ai aucune honte à dire qu'ils bossent bien et je les montrerai. Bah il y a déjà des premières photos hein, qui sont pas sur sur ce shooting-là, mais sur un autre que j'avais fait aussi en Russie. J'avais envoyé ma lingerie. Il devait me la rendre après et puis la photographe m'a demandé bah, combien il coûte l'ensemble noir parce que je l'adore, je voudrais l'acheter. Je lui ai dit le prix, mais c'était trop cher pour elle, tu vois. Clairement, c'était trop cher. Surtout quand tu convertis dans leur monnaie, je sais plus c'est quoi. C'est le rouble, je sais plus c'est quoi.
Et enfin, moi, c'était trop, je dirais une bêtise. Je c'était trop, préfère pas c'était m'avancer. trop cher pour elle. Et quand j'ai vu, tu sais, en story, ils identifient quand ils font les shootings. Ils m'identifiaient, donc je pouvais suivre le shooting sur Instagram. Et quand j'ai vu la qualité du truc, j'ai fait, mais non, mais c'est pas Ouais. possible, ils ont mis ça tout en place juste pour ma marque. Et j'ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, l'ensemble, je te l'offre. Tu me le rends Ouais, moi pas. j'étais fou quand j'ai vu J'ai ça dit, aussi. l'ensemble, tu me le rends pas, tu le gardes, je te l'offre. Et pareil, là, là, le deuxième shooting, c'est même pas C'était son moi. mari qui devait être content. Et le deuxième shooting, c'est même pas moi qui l'ai orchestré. C'est carrément la photographe qui est venue vers moi, ou la styliste, je sais plus, qui m'a dit, bah voilà, je pense que tu sais, une fois que tu as fait un shooting avec des Russes, après le bouche à oreille, les photos fait que tu te fais connaître naturellement. Ouais. Et donc, il y a une autre photographe russe qui est venue vers moi, et pareil, en plus, elle m'a vraiment demandé, mais qu'est-ce que je voulais, quel univers j'avais, c'était quoi mes couleurs, c'était quoi mes inspirations. Donc, elle avait une vraie démarche de faire un shooting qui correspondait à ma marque, quoi. Donc, j'étais assez bluffée. Je me suis dit, à un moment donné, elle va me demander des sous, des sous, c'est pas possible, quoi. Non, non, elle m'a jamais rien demandé, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai reçu des photos, et en plus des vidéos en mode un peu, on dirait des vidéos de parfums de luxe, quoi. Donc j'ai hâte de les partager. Il n'y a pas encore eu les images sur Instagram. J'ai hâte de les partager. J'ai encore reçu des trucs incroyables. En plus, les Russes, ils ont vraiment ce truc. Ils n'ont pas été Elles corrompus. sont ouf. Bah, les Russes, ils n'ont pas encore été corrompus par un délire trans, non genré, machin. Alors que dans la mode française, dans la mode même new-yorkaise, il y a ce truc que je déteste, où les mannequins, on sait même pas si elles sont majeures, on sait même pas si c'est des filles, des garçons. Elles ressemblent à rien. Les photos, ouais, sont Hmm. grotesques. C'est un peu comme l'art moderne. T'es là, t'es bon, c'est beau, c'est censé être beau ce truc-là. Donc, ça a un peu pris pas aussi depuis longtemps dans la mode. Les photographes, t'es là, on marche sur la tête, quoi. Il y a plus de romantisme, il y a plus de, ouais, je peux pas dire trop parce que sinon je vais être vulgaire, mais c'est affreux. Et en Russie, ils ont vraiment gardé ce truc du romantisme où les femmes ressemblent à des femmes, les hommes ressemblent à des hommes. Et ils ont gardé vraiment la tradition, même dans leur shooting, où moi, quand je fais des shootings avec eux, ça matche très bien avec ma lingerie qui est très, très féminine, qui est très raffinée, et avec eux, leur esthétique, qui sont restés très, ouais, très féminins, quoi. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Ouais. Et je, je vais avancer un tout petit peu parce que cette partie est carrément intéressante. Mais c'est juste que j'ai encore tellement de trucs que j'aimerais creuser. Mais bon, je Vas-y, pense qu'on va être Anthony. serré par le temps. Je voulais savoir, je voulais savoir, est-ce que tu as des applications favorites, des applications que tu utilises tous Oui. les jours, Alors, qui te facilitent ta vie? alors pour Instagram, j'ai Later, parce qu'il est hors de question que je passe mes journées à faire des posts Instagram, des machins. Donc pour Instagram, Later, Later. Lathter, c'est Voilà, ça? moi je planifie mes posts un mois, voire même 2 mois des fois à l'avance. Donc je passe une journée là-dessus, où je Ok. planifie mes posts et comme ça après pendant un mois ou voire même des fois 2 mois, j'y touche plus, je suis tranquille. Quoi d'autre? Mhm. Il y avait d'autres applications, mais j'arrivais pas trop à les utiliser pour Pinterest, donc je vais pas trop je vais pas trop en parler parce que je n'arrive pas trop à les utiliser comme il faut. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme. J'avais un super bot Instagram, mais il marche plus. Je comprends pas pourquoi. J'avais essayé Instabost, mais c'est de la grosse merde. Ça, on en discutera après. Ouais. Donc je suis un peu. Ouais. Non, non, il y a Later qui pour moi c'est un indispensable pour les réseaux. Ah oui, sinon, bah, pour le référencement web, j'utilisais Yoda Inside pour checker et chercher des mots-clés, des choses comme ça. Il y a une base de données qui est moins grande que SEMrush, Ok. mais je n'arrive pas à utiliser SEMrush. Je sais pas, il y a trop de trucs. Moi, j'aime bien les choses simples, faciles d'utilisation, et SEMrush, Ouais, donc c'est très c'est complexe. trop Ouais, complexe. C'est comme Google Analytics, t'es là, minimaliste. ok, je suis censé comprendre un truc à un moment donné ou pas, quoi. Moi, j'aime bien les trucs simples et intuitifs. Donc, Yoda Inside, j'ai bien aimé Ok. pour voilà, checker et aussi regarder les backlinks des concurrents, savoir eux dans quoi ils ont été. C'est hyper intéressant de voir, bah voilà, tes concurrents, je sais pas dans quel blog, dans quel article de presse ils ont été nommés. Ça facilite les démarches pour toi, enfin ta propre communication. Canva, j'utilise beaucoup Canva pour faire des visuels, pour faire des propositions de partenariat, donc faire des jolis PDF, quoi.
des jolies présentations. Mais je vais regarder sur mon portable si je vois pas d'autres applications qui me viendraient pas à l'idée. Non, non, non. Si on parle d'entrepreneuriat pur, après le reste c'est pas des applications, c'est des hébergeurs, des choses comme ça. Donc en application, Ouais, c'est c'est pas. ce que Là, c'était savoir, voilà, ce que tu. ouais, c'est ce que j'utilise. Alors j'ai un site, On sent que c'est assez minimaliste. j'ai autre chose sinon pour qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas mal de choses malgré tout. Euh, Alors pour envoyer mes emails, j'utilise Sendinblue. Pareil, c'est simple à utiliser. Est-ce que ça rentre pour toi dans le schéma des applications? Ah, moi, je ne juge pas. Mais je pense Ah que oui, non, est-ce que effectivement, pour toi ça la comprend, voilà. plupart de ce que tu m'as cité, ce sont. Oui, bah disons que voilà, on a à peu près le, C'est des le, outils le quoi, gros portrait. les outils que Et j'utilise. ok. Et ça ressemble à quoi une journée à côté d'Alison? Ça ressemble à une journée où Alison, Avant ou après Covid? Parce qu'on me pose souvent la question. ça ressemble à une journée où il faut surtout pas la déranger et où il faut pas faire trop de bruit. C'est ça, Ok. ça serait ça une journée à côté Pourquoi du d'Alice. coup? Parce que je suis en pleine transition, je te disais en ce moment, entre mon boudoir français qui marche beaucoup, donc il faut que je sois concentrée. Je gère tout. Et en plus, je suis en plein déménagement. Donc, j'essaye de rester un maximum concentrée. J'ai mes plannings qui sont bien remplis. Voilà, c'est des plannings qui sont faits. Euh, Ok. des checklists, je suis madame checklist. Je fais des checklists pour tout et n'importe quoi. Mais sinon, je me perds, quoi. Et ouais, non, vraiment, c'est une journée en ce moment où il vaut Mhm. mieux pas trop être à côté de moi en ce moment parce que je gère beaucoup de choses. Et je pense que dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours des moments, tu sais, où, comment dire, des moments de stabilité et il y a des moments d'instabilité. Là, c'est pas une instabilité financière, mais c'est plutôt une instabilité de. Il y a une ascension, il faut que j'arrive à stabiliser cette ascension pour moi, pouvoir ne pas être dépassé par les événements. Ok. Je pense que quand, à un moment donné, il y a tout bon Ok. entrepreneur, si il veut être rentable, il y a toujours des moments où il est très débordé, quoi. C'est clair. Eh ben, en parlant d'entrepreneuriat, qu'est-ce que t'as apporté Internet que tu pouvais pas avoir ailleurs ou avant? Bah déjà, Internet, je sais pas, ça m'a déjà apporté même si on leur crache beaucoup dessus, moi ça m'a apporté des chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec Théophile Hélier et bah malgré tout je sais pas ce que les gens pensent de lui, mais moi c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie d'entreprendre, d'être une entrepreneuse quoi. Il m'a vraiment donné ce truc quoi et ouais, de se dire que c'était possible. Et tous ces entrepreneurs, alors évidemment, il y a à boire et à manger, mais quand on prend le temps de se renseigner, quand je pense que quand on a un bon instinct, on se fait pas trop plumer d'une manière générale. Du moins, je pense. Moi, j'ai eu la chance de pas me faire plumer. J'avais acheté la formation de Benjamin Gazzi qui m'a vraiment beaucoup aidé quand tu connais que dalle, tu sais pas comment on monte un shop, tu sais pas comment on fait une emailing, vraiment quand tu connais rien, et ben ce genre de formation, très bien faite, très complète, celle de Benjamin Gassi, je la recommande pour ceux qui partent de zéro, comme les filles comme moi, tu vois. Mhm. Et ben moi, c'est ça que ça m'a apporté, une vraie, un accompagnement et un peu une désacralisation de tout ce monde-là qui, quand tu connais pas, ça peut faire très peur et tu peux te dire, bah en fait, je vais jamais y arriver. Moi, je sais pas du tout comment on fait un shop, comment on fait du SEO, j'en sais rien du tout, quoi, tu vois. Oui, enfin, c'est pas ton domaine de spécialisation, donc c'est normal aussi que ça te parle pas forcément. Donc voilà ce que ça m'a apporté, moi, Internet. Des réponses. Ok. Hmm. Et comment tu fais pour trouver de l'inspiration quand tu fais
de la lingerie. Ah ah! Est-ce Euh, qu'on te donne la une sorte de question, cahier des charges la ou que- qui on me donne? c'est un peu comme si je te demandais la formule secrète du Coca, c'est ça? Non, non, mais ma réponse va te paraître plutôt prétentieuse, je pense. Mais déjà, qui on? Tu m'as dit, est-ce qu'on te donne un cahier des charges? Qui est le on? Je travaille toute seule, donc. Oui, non, mais quand je dis on te donne de l'inspiration, c'est dans l'univers, de façon, quand tu vas faire une balade en montagne Très ou bien. Alors, je en vais forêt ou répondre ce genre de choses, tu vois. simplement. Ça peut être un moment où tu te ressources. Moi, j'ai une époque dans la mode qui me fascine et qui m'inspire beaucoup. C'est la Belle Époque. Donc, c'est début 1900, juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Ça, c'est vraiment l'époque qui est mon Ok. époque favorite dans la mode. Voilà, il suffira d'aller voir pour comprendre pourquoi. C'est juste sublime. S'il y en a qui connaissent la série Downton Abbey ou qui connaissent évidemment le film Titanic, ce sont des œuvres qui ont été faites en respectant cette époque-là, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est la Belle Époque. Et moi, j'adore cette époque, voilà. Ça me fascine et ça m'inspire beaucoup. Donc naturellement, je suis inspirée par ça et aussi, je sais pas, à un moment donné, j'ai des goûts, j'ai un style Alison Lecointe, tu vois. Donc c'est un peu comme un cuisinier, un chef cuisinier, tu vois, qui va au marché. Il suffit qu'il regarde les légumes et ça lui donne une idée de recette. Moi, c'est pareil. Je regarde un tissu et ça me donne une idée de la coupe, de comment je veux le faire, de comment, avec quoi le porter. J'ai tout de suite une idée qui me vient. Soit je regarde un tissu, il m'inspire, soit il m'inspire que dalle. Voilà. Donc je regarde les tissus, je les regarde et Ok. je laisse mon imagination Ok. se promener et puis ça se passe très bien, ça se passe rapidement. Ça, c'est la magie artistique, ça. Bon, on en arrive à la question secrète. Vas-y. Alors, pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous découvrent, la question secrète, c'est une question qui peut être complètement décorrélée ou non de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est simplement de voir ton chemin d'esprit et de réflexion autour de la question. Tu as le temps que tu veux pour y répondre. Euh, mais voilà. Donc, je te pose la question. Quand tu es prête, tu me dis. Et tu n'as pas de qu'on appelle ça, de pression à te mettre. De toute façon, le temps sera coupé au montage. Ok. Oh là là, le suspense. Juste une petite seconde parce que je viens de voir que c'est pas le bon bloc-notes. Montre-moi ton écriture là, Anthony. Oh là 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 là, oh là là, c'est catastrophique. Anthony, je vais Ah, on arriver. n'est pas tous. On va faire des cours d'écriture. Alors, on va reprendre les lettres. Voilà. Quand Anthony cherche sa question, moi, je vais me moquer de son écriture de bébé. J'imagine Anthony à l'école à faire des gribouillages sur son petit carnet de texte et le maître qui dit Anthony, tu suis ou pas? Tu suis là? Anthony dans la lune qui suit pas du tout le cours. Voilà ce que j'imagine. Alors, j'ai raison, Bah, quoi. t'es pas très très loin, hein. Tu vois, Ouais, ouais, bah, c'était ça. Sauf que moi, j'étais à l'arrière de la classe et j'ai utilisé des déodorants pour mettre le feu oh, le avec cancre. une flamme, là, tu sais. Le cancre. Moi, je dessinais sur Ouais, les c'était tables, vraiment ça. carrément. Je dessinais Mais sur au les final, tables. regarde, ça a payé aujourd'hui. Mais je faisais des œuvres d'art, par contre, que je faisais. Une fois, j'ai même dessiné une BD entière sur la table et j'ai dû l'effacer. Je me rappelle, c'était une maman oie avec plein de ces petits bébés oies derrière et il y avait une bulle qui disait suivez-moi les enfants. Elle était trop belle, ma BD. Ok. Le robe qui part en Donc, couille, là. Hop. vu que t'es prête, on va Oui. passer à la question. Si tu avais la possibilité de créer une nouvelle couleur, comment tu t'y prendrais pour la créer et pour la faire connaître? T'as le temps que tu veux pour répondre et t'as le C'est temps de vraiment une réfléchir. question bizarre, hein. Ouais, mais tu vois, C'est vraiment une question chelou, hein. Tu vas changer de question parce que pour moi, toutes les couleurs ont déjà été créées. Tu vois, tout est là. Il y a pas, tout est créé, en fait. ok, continue ton raisonnement, on va voir. Mais bon, si tu veux absolument que je réponde à cette question, si je devais créer une nouvelle couleur, ça serait une couleur, ça serait plutôt un ensemble de couleurs. Ça serait la couleur qu'on voit au lever du soleil. J'insiste sur le lever et pas le coucher du soleil.
Tu vois le lever du soleil en été quand c'est une espèce de bleu pastel mélangé à du mauve et une espèce de toute petite brume, une espèce de flou léger. Voilà la couleur que Je vois l'idée. j'inventerais. Ok. Une espèce de Donc couleur ça qu'on voit que serait dans les à rêves quelque un chose. peu. Ok. Et comment tu ferais pour la faire connaître par un maximum de personnes? Non, les gens ils se démerdent, c'est ma couleur. Tu veux rester juste là-dessus, sur cette explication ou... Et pourquoi tu veux que je la fasse connaître? C'est une couleur, c'est... Pourquoi la faire connaître? Si elle est là, si elle existe, elle se fera connaître comme une grande, la couleur. Ok, vas-y, on peut partir sur ce type de réponse, pas de problème. Allez, pose-moi une autre question, Antoine. Elle était trop Ah, je peux bizarre, pas, je vais celle-ci. Je rester sur trouve votre que ça celle-ci. révèle pas assez. Et je peux pas en avoir deux? Non, non. Ah non. Après, il y en aura peut-être il y aura une prochaine interview, mais ça, vous le savez pas encore, toutes les personnes qui ont été interviewées. On en reparlera peut-être à un moment ou à un autre. Ok. Eh ben, écoute, merci pour la réponse. Pour les personnes, du coup, qui veulent te suivre, te soutenir, poursuivre ta route ou découvrir un peu tout ce que tu fais, tes lingeries et tout ça, où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Alors, pour la lingerie, c'est des personnes qui veulent offrir de la belle lingerie à leurs femmes, à leurs copines, à leurs concubines, que sais-je. Vous allez sur atelier1904.com. Et Mhm. si il y a parmi vous des jeunes filles, ou pas jeunes d'ailleurs, je m'en fiche, des femmes, qui veulent apprendre à coudre de la lingerie, ou des hommes qui veulent offrir ça en cadeau à votre amie, à votre fille, même pourquoi pas. Mais si vous avez une fille qui est une petite couturière en herbe et puis voilà, qui veut apprendre à coudre et qui est fascinée par pourquoi pas la corsetterie, la lingerie, je vous invite à aller sur boudoirfrançais.fr. Très bien. Et Sinon, pour pour tout ce t'écrire un qui mail est ou quelque chose comme ça? je vous invite, oui, à aller sur un des deux sites et vous trouverez mon mail. Je répondrai. Ok. Je réponds toujours. Ok, ça Voilà, vous marche. trouverez Tu le veux mail, ajouter quelque mon chose? contact professionnel. Si vous voulez aussi avoir des conseils entrepreneuriaux ou développement personnel, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Atelier 1904. J'ai pas fait une nouvelle vidéo depuis longtemps, mais il y a déjà pas mal de vidéos qui sont dessus et qui sont très intéressantes. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Et puis, J'espère que cette je te... interview a été à la hauteur de tes espérances, Anthony. Toujours, moi, chaque échange est riche en informations, donc c'est toujours bon à prendre. Donc, il n'y a On aucun se truc. demande ce qu'Anthony va faire de toutes ces informations. C'est le nouveau Mark C'est Zuckerberg. c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai pas la prétention d'être à ce stade, mais j'ai quelques idées derrière la tête. Et bah, en tout cas, bah, merci pour ton temps. Et écoute, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ok, Anthony. Salut Anthony, salut à tous. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.